One small step for man, one giant leap for mankind. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 3h56 du matin lorsque le monde assiste au premier pas de l'homme sur la Lune. C'est Neil Armstrong qui posera ce pied. 1 milliard d'êtres humains suivent l'exploit en temps réel ou presque sur leur écran de télévision. L'homme de 38 ans prononcera cette phrase historique, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On revient sur cet instant incroyable avec Bernard Fouing. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes astrophysicien à l'Agence spatiale européenne, directeur exécutif du groupe international pour l'exploration lunaire et chercheur principal de la mission SMART 1, la première mission européenne sur la Lune. D'abord, que représente pour vous ce moment historique ? Est-ce que ça fait même partie des événements qui vous ont donné envie de faire ce métier ? D'abord, bonjour à tous depuis la Lune. Et en effet, c'est un moment historique pour l'humanité, mais aussi pour moi personnellement. J'avais une enfance bercée par les sciences, mais aussi par les nuits étoilées où nous allions avec les amis observer le ciel. Mais ce moment a déclenché pour moi l'envie aussi de réaliser, de l'étudier, de réaliser éventuellement des missions où nous pourrons aller sur la Lune. Alors on va revenir sur le contexte, on est en pleine guerre froide, rappelons-le, il y a une course à l'exploit technologique entre soviétiques et américains. Les soviétiques ont une large avance, premier homme dans l'espace, Youri Gagarin en avril 61. L'enjeu est absolument énorme pour les Américains. Oui, c'est un enjeu politique, même de démonstration de la supériorité du système politique américain par rapport au système soviétique. Après que les soviétiques aient fait Spoutnik en 1957, Youri Gagarin plein de premières, et d'autre part, John Kennedy avait aussi quelques difficultés à la maison, et ils ont trouvé cette inspiration, ce projet d'envergure nationale pour mobiliser tout le monde et avoir une vision extrêmement ambitieuse et fixer des objectifs, d'envoyer des hommes et de les retourner donc vers la Terre auparavant. Alors revenons sur cette mission Apollo 11 en chiffres, je crois que c'était 400 000 personnes mobilisées. Oui, c'était beaucoup de travail. En fait, 400 000 personnes, c'est comme toute une pyramide. Et nous, à la télévision, nous avons vu le sommet de cette pyramide, mais il y a tous ceux qui ont développé les fusées, les satellites, les capsules, les instruments, l'entraînement des astronautes, et aussi ceux qui ont communiqué aux politiques pour maintenir aussi le financement de cette série d'activités sur les 6 missions d'Apollo. Et puis c'était 25 milliards de dollars de budget, 4,4% du budget gouvernemental. Tout a été minutieusement préparé, y compris la mise en scène. Et je crois même que la phrase de Neil Armstrong, elle n'était pas vraiment spontanée. Alors, je pense qu'elle était très spontanée, elle venait du fond du cœur. Mais il a dû quand même vérifier, juste avant de la prononcer, avec ses supérieurs, que c'était quand même une phrase qu'il pouvait dire. Mais on a retrouvé un témoignage de son frère, qui s'appelle Dean, qui dit que quelques mois auparavant, lors d'un jeu de société, de jeu de cartes à la maison, il avait vu écrit sur une enveloppe ces mêmes phrases. Donc il semble que ceci hantait Neil Armstrong auparavant. Et pourquoi d'ailleurs c'est Neil Armstrong qui a été désigné pour être le premier homme à marcher sur la Lune ? Alors Neil Armstrong était un astronaute excellent, candidat naturel. En fait, un précédent astronaute qui s'appelait Gus Grissom aurait pu être le premier homme à marcher sur la Lune. Malheureusement, il a péri lors d'un feu, lors d'un test de la mission Apollo 1. Et ensuite, donc, il y a eu 2 personnes qui ont été annoncées en janvier 1969. Il y a eu 3 astronautes qui sont allés vers la Lune, donc Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, qui était le commandant du module orbital. Et le choix était entre Buzz et Neil. Ils ont choisi Neil, qui était plus senior et aussi qui avait peut-être un ego beaucoup plus équilibré, plus simple personne pour être le premier homme à marcher sur la Lune. Et alors que se passe-t-il après ce premier pas sur la Lune ? Armstrong est justement rejoint par l'un de ses compagnons qui va Buzz donc Aldrin, planter mon ami Buzz Aldrin. Et qui va planter la bannière étoilée sur la Lune. Oui, donc clair. C'était un message symbolique. Oui. C'est vrai que l'humanité va vers la Lune, mais ce sont les États-Unis qui nous ont emportés là-bas. Et donc, il y a un petit peu de propagande. Et puis, si on a fait les efforts, il est normal que le système politique soit récompensé et que les Américains se sentent fiers de ce qu'ils ont investi dans ce programme. Oui, vous n'êtes pas critique par rapport à ça, parce que c'est un instant très américain, on est loin des valeurs universalistes, c'est clairement de la propagande. Mais moi je dis c'est le moment où je suis content d'être américain. Je suis américain à un moment comme cela, et j'espère que l'Europe aussi aura des moments
comme ceci, ou comme nous avons eu sur cette émission pour Smartin, pour Rosetta, où on peut dire je suis européen. On va y revenir d'ailleurs. Combien de temps vont-ils rester sur le sol lunaire? Pas si longtemps que ça finalement. Je crois que ça va durer à peine 2h30. Ah oui, en fait, sur la surface, et aussi, ils ont passé même un peu de temps à attendre pour être sûr que les conditions pour marcher sur la Lune étaient suffisantes. Et il y avait aussi une procédure de retour d'urgence en cas d'anomalie. Et même avant de se poser, il y a eu des difficultés. Neil Armstrong a dû piloter en temps réel le module de descente pour éviter des dangers. Et concrètement, elle aura servi à quoi cette mission sur un plan purement scientifique? Ah oui, alors, sur le plan scientifique, elle a permis de ramener des roches qui nous ont appris l'histoire du système Terre-Lune. Nous ont appris qu'il y a une filiation entre la Terre et la Lune. La Lune est comme une fille de la Terre qui a été formée il y a 4,5 milliards d'années lors d'une collision qui a eu lieu lors de l'enfance de la Terre. Et on en est où dans les recherches sur la Lune aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs on a beaucoup avancé depuis les années 70? Alors évidemment, les missions Apollo et aussi les missions automatiques soviétiques qui ont ramené des échantillons nous ont appris sur justement l'histoire de la Lune, comment la Lune peut nous fournir un livre pour comprendre l'histoire du bombardement de la Terre. Elle nous a appris aussi comment fonctionne une planète. Il y a du volcanisme, il y a des tectoniques, il y a des séismes, et ceci nous permet de mieux comprendre la Terre parmi les autres planètes. Et en quoi consiste votre mission Smart 1? Alors, sur cette veine, donc, il y a une dizaine d'années, nous avons relancé l'exploration lunaire, avec une décade, ou avec la mission Smart 1, où nous avons, avec une mission technologique qui testait de nouveaux systèmes de propulsion, des instruments miniaturisés, nous avons étudié la composition de la Lune et aussi découvert dans les pôles de la Lune des régions toujours à l'ombre, les plus froides du système solaire, et des régions presque toujours éclairées, des pics de lumière éternelle, où nous pourrons peut-être plus tard installer des villages robotiques ou des bases habitées. Et alors justement, c'est quoi l'objectif final? C'est installer l'homme sur la Lune? Vraiment? Alors, l'objectif final de l'exploration, c'est d'apporter des bénéfices pour nos citoyens. Vous dites que la Lune pourra être un refuge? La Lune, bon, d'une part, pour moi, oui, ça peut être un endroit qu'il faut explorer, puisque c'est une sorte de continent de la Terre, donc on va y vivre naturellement. On peut même, en cas de catastrophe sur la Terre, y apprendre à vivre de façon autosuffisante pour éventuellement même être un refuge, comme une arche de Noé, où nous pourrions préserver les bonnes espèces sur la Terre et puis les faire revenir sur Terre. J'espère que l'humanité en fera partie. À quelle échéance on peut imaginer que les hommes vivront par dizaines, par centaines sur la Lune? Alors nous allons le faire pas à pas. Alors nous l'avons fait avec des missions automatiques. Moi je dis, mon bébé est allé sur la Lune, puisque c'était une petite mission automatique qui a orbité autour et qui l'a étudié. Le pas suivant, ça sera des alunisseurs qui vont travailler de façon coopérative. Et puis, d'ici 2021-2022, nous avons un projet en collaboration avec les Américains où les Américains construisent une capsule Orion et l'Agence spatiale européenne construit un module de service qui va nous permettre d'aller autour de la Lune avec 4 astronautes. Ces astronautes pourront piloter des engins automatiques à la surface. Et dans le pas suivant, nous espérons faire partie donc d'un programme international pour mettre un poste avancé avec des Européens, mais des Chinois, des Russes, des Américains, et pour commencer à utiliser la Lune comme un laboratoire, comme l'Antarctique par exemple, et plus tard, 10-20 années plus tard, éventuellement on pourra envisager d'en faire vraiment une ville, enfin de construire des installations. Une annexe de la Terre, quoi. Un 8e continent et apprendre à vivre sur un autre objet du système solaire qui nous permettra aussi plus tard d'apporter des bénéfices vers la Terre, mais aussi d'aller plus loin. Et Bernard Fouing, si je vous demande de terminer cette phrase, le 21 juillet 1969, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où l'humanité a fait ses premiers pas vers la Lune, mais ces pas sur notre 8e continent, nous devons les poursuivre. Nous devons les poursuivre pour construire un village robotique, pour installer une base lunaire habitée, et même donc pour permettre à l'humanité de sortir de son berceau et pour aussi apporter des bénéfices vers nos citoyens. Merci beaucoup Bernard Fouing d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.